moi je suis née à Beyrouth, ma famille vit à Beyrouth, ma mère vit à Beyrouth, donc je décide d'aller à Beyrouth et j'en informe donc Jean comme ça, mais pas du tout avec l'idée qu'il pouvait partir. Et tout de suite, il me dit, je vais avec toi. Et je ne pouvais pas imaginer que dans l'état de faiblesse dans lequel il était, il pouvait voyager. Et finalement, c'est Mohamed, mon mari, qui me dit, écoute, il est tellement malheureux ailleurs, il a l'air tellement de sonner pour la première fois de sa vie, genre, je n'ai parlé de vouloir mourir, parce qu'il trouvait que la vie était ennuyeuse, autant qu'il meure à Beyrouth s'il a envie d'y aller. Autant qu'il soit plutôt avec les gens qu'il aime que dans sa chambre d'un appartement crasseux dans lequel il habitait dans le 17e, où il était vraiment pas content et coupé du monde et malheureux. Et donc, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Au lieu de mourir à Beyrouth, il a au contraire retrouvé une envie de vivre. Et je vous raconte tout ça pour vous dire combien, encore une fois, il savait ce qu'il fallait faire. Ça veut dire, il aurait écrit l'article que je lui avais demandé d'écrire. Il n'aurait pas eu le besoin d'aller à Beyrouth. Et il a été à Beyrouth et on est arrivé le 10 septembre, ça veut dire le jour où les forces multinationales, dont la force française, qui devait protéger les camps, partaient devant nous, et ça il le raconte donc dans 4 heures que vous lirez. Nous arrivons exactement le jour où nous voyons les bateaux devant l'appartement de ma mère prendre le large, nous les voyons battre pavillon américain, français, italien, et où tout de suite il dit, c'est très mauvais signe. Et le lendemain, donc, on visite la ville pour voir ce qui avait été bombardé et détruit pendant les 3 mois, et le lendemain on assassine le président libanais élu qui était un allié des Israéliens, que les Israéliens avaient beaucoup fait pour mettre en place au Liban, et les chars de l'armée israélienne, le lendemain, envahissent la ville, divisent la ville, comme ils font exactement aujourd'hui pour encercler le camp. On a l'impression que c'est une répétition de la même histoire de Jenin, encercle le camp de Sabra et Shatila, et puis envoie donc les milices de la droite libanaise des phalanges et coordonne tout ce mouvement de massacre eux-mêmes comme en tant qu'armée. Et donc 3 jours après, lorsque les quelques personnes qui avaient assez de force parmi les médecins et les infirmiers qui travaillaient dans les camps pendant les 3 mois ont cherché un responsable palestinien à avertir qu'il y a un massacre, ils sont venus chez moi. Et moi, je ne pouvais pas imaginer que c'était un massacre de telle taille, sinon j'aurais jamais été ou emmené Jean Genet avec moi. Et donc, nous allons dans le camp, et réellement, c'est les 4 heures, c'est pour ça que ça s'appelle 4 heures, parce que c'était les 4 heures que nous avons passées là. Moi, je reste pour faire une enquête sur ce qui s'est passé, et Genet décide tout de suite de partir. Et comme il avait été tout le temps malade, et donc à l'intérieur, il avait vraiment été brûlé par le soleil, puisqu'en septembre, le soleil est encore très fort. Et donc, moi, je me suis dit, il vaut mieux qu'il parte, parce qu'il va pas survivre à ce qu'il a vécu. Et lorsque, 1 mois après, je le rejoins à Paris, il me tend déjà un paquet de papiers dactylographiés, avec un air triomphant, et des yeux tout ronds et tout contents, et en me disant, tiens, c'est à toi. Je lis ce texte qui me bouleverse. Comment est-ce que je peux vous dire? Il me bouleverse pas seulement par son contenu, il me bouleverse aussi beaucoup par sa forme. Peut-être vous comprendrez, puisque je vous ai déjà dit que j'étais persuadée que Genet ne pouvait plus écrire. Et lorsque je lis ce texte, j'ai la chair de poule parce que j'ai l'impression que là où je pensais qu'il allait mourir parce qu'il avait vécu, revenait l'écriture avec une transparence, comme il dit, tellement extraordinaire, que je lui dis, mais Jean, c'est comme tu écrivais avant. Et il m'a regardé comme ça, en me disant, tu ne serais pas en train d'être trop gentil. J'ai dit, mais non, absolument. D'ailleurs, lui, il se moquait de moi, parce qu'en fait, s'il ne pensait pas que c'était bon, il n'aurait pas dactylographié. Et donc, en fait, comme a dit Alper, il savait très bien se moquer de ce qu'on pensait de ce qu'il écrivait. Mais lui avait compris qu'il écrivait aussi comme ça.